Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'Europe entre Restauration et Révolution. Ce chapitre traite de la période 1814-1848 et il fait suite au premier chapitre du thème 1 d'histoire de première qui, lui, traite de l'Europe en Révolution entre 1789 et 1814. Ce chapitre débute donc en 1814. En 1814, un nouvel ordre apparaît en Europe. C'est notre premier point. Cet ordre, c'est l'équilibre mis en place au Congrès de Vienne par le fameux Clemens de Metternich, l'équivalent du Premier ministre, du chancelier autrichien. En effet, l'Autriche, avec l'Empire russe et le Royaume de Prusse, sont les grands vainqueurs de la guerre contre Napoléon. Les coalisés, comme on les appelle, ont défait Napoléon définitivement à la bataille de Waterloo en 1815, mais en 1814, dans une première campagne, ils l'avaient déjà vaincu. Ce satané Napoléon était certes revenu 100 jours en 1815, mais cette fois-là, les Anglais l'exilient définitivement à Sainte-Hélène en 1815. Nous n'entendrons plus parler de l'empereur. Il s'agit donc de mener en Europe une restauration. Pour l'ordre remis en place en 1814, nous le verrons en deux temps. D'abord, nous allons voir l'équilibre mis en place au Congrès de Vienne, ce premier point, et ensuite, nous verrons la restauration en France. Nous traitons donc tout d'abord du nouvel ordre européen. Le Congrès de Vienne débute en 1815, il avait commencé en 1814, et réunit les principales puissances européennes. Le Royaume-Uni, qui est le grand vainqueur avec les pays de la Sainte-Alliance qui est constituée de l'Empire d'Autriche, de l'Empire de Russie et du Royaume de Prusse. Bien sûr, la France est invitée. Elle est représentée par Talleyrand, qui est le ministre des Affaires étrangères de Louis XVIII. Bon, c'était celui de Napoléon, Talleyrand c'est le professionnel du retournage de veste. Il s'agit de négocier les clauses territoriales, mais aussi politiques qui vont régir l'Europe. Alors tout d'abord, d'un point de vue politique, le Congrès de Vienne, c'est la restauration, dans le sens où on remet de partout en Europe des royaumes, et il s'agit de limiter l'influence révolutionnaire française. Et on remet en place des monarchies dans tous les pays d'Europe. D'un point de vue territorial, ce Congrès de Vienne a des conséquences. En effet, la France perd un certain nombre de territoires. Elle perd, en plus de certaines îles des Antilles, à la suite des 100 jours, elle perd la Savoie, une partie de la Sarre, mais également la zone de Montbéliard et Mulhouse. En plus de cela, la France doit remettre en place les Bourbons. C'est Louis XVIII qui deviendra le roi de France et qui est le frère de Louis XVI. Mais ça, on y reviendra tout de suite après. Par ailleurs, l'Empire d'Autriche s'étend considérablement en annexant le Tyrol et une partie d'Italie du Nord, et il prend la direction de la Confédération germanique. De même, l'Empire de Prusse gagne au profit de la Pologne un espace important, et les Pays-Bas récupèrent la Belgique. Le Congrès de Vienne est donc une récompense des vainqueurs napoléoniens, les Anglais récupérant des territoires dans les Antilles, et les empires centraux, des territoires au détriment de la France, ou alors des territoires napoléoniens qui ont été vaincus. Ces remaniements territoriaux font l'affaire des monarchies, et notamment des Bourbons. Les Bourbons qui sont rétablis sur le trône d'Espagne et à Naples. Murat doit partir, et le frère de Napoléon en Espagne doit partir également. Et cependant, le problème de ce Congrès de Vienne, on va le voir tout de suite, c'est que les aspirations nationales ne sont pas prises en compte. À savoir que certaines nationalités, les Polonais, les Italiens ou même les Allemands, n'ont pas d'État. C'est le maintien du statu quo des empires qui est daté d'avant 1789. Ce Congrès de Vienne se passe à Vienne. Pourquoi? Parce que Metternich est viennois, mais aussi parce que l'Autriche est le grand vainqueur et souhaite tirer les marrons du feu. Cette réunion dure 1 an. Elle débouche sur différents traités, dont le traité de Paris, qui est signé le 20 novembre 1815, qui règle les conditions pour la France. Mais elle est surtout l'occasion d'une grande négociation européenne entre les pays européens. Maintenant, en France. En France, que se passe-t-il? Louis XVIII est restauré en 1814, il doit partir momentanément en 1815, il va en Belgique, il revient, mais ce qu'il faut retenir, c'est la mise en place d'une monarchie constitutionnelle. En effet, Louis XVIII décide de mettre en place une charte, il octroie cette charte, ça veut dire qu'il la donne aux Français finalement, une charte qui met en place une monarchie constitutionnelle. Le suffrage est censitaire, il y a environ 100 000 électeurs qui peuvent voter, et ces électeurs élisent une chambre des députés qui vote les lois. Cependant, cette chambre des députés est relativement soumise à une autre chambre, qui est la chambre des pairs, qui est un contre-pouvoir, l'équivalent du Sénat, dont les pairs sont nommés par le roi, mais surtout le roi peut dissoudre la chambre, et donc réclamer de nouvelles élections. En cela, alors que le roi, lui, il est inviolable, et la chambre ne peut pas le démettre. En plus de cela, la charte
valide les principes de 89, elle maintient le droit inaliénable à la propriété, elle ne redonne pas les biens aux nobles qui sont partis, elle maintient l'égalité de droit bien sûr, elle maintient bien sûr le code civil, et bien sûr elle maintient en place le concordat mis en place par Napoléon. Donc, dans une certaine mesure, cette charte essaye de mettre un apaisement entre en faisant certes revenir les immigrés, mais elle met en place un apaisement dans la situation, et politiquement en France, on est dans la poursuite de la période napoléonienne. De plus, le début de la période marque une certaine forme de libéralisme, avec la liberté de presse qui est mise en place en 1819, c'est la loi Say, et il y a une certaine volonté de la part de Louis XVIII de mettre fin à une forme de lutte permanente. D'ailleurs, quand en 1815, la majorité ultra-royaliste est élue avec la mise en place d'une terreur blanche, Louis XVIII dissout la Chambre en 1816 et de nouvelles élections sont appelées. Les modérés gagnent. Cependant, la période modérée est courte, puisqu'en 1820, le duc de Berry est assassiné, c'est l'héritier du trône, c'est le fils de Charles X, Louis XVIII n'a pas d'enfant. Et du coup, il se met en place, aux élections suivantes, une réaction assez forte avec le ministère Villèle, qui rétablit la censure, donne aux plus riches le droit de voter 2 fois, c'est la loi du double vote. Bon, pour parfaire cette révolution ultra, quand Louis XVIII meurt, bon, il était omnipotent et obèse, il est mort dans des conditions terribles, il ne peut plus marcher depuis un moment, c'est Charles X, son frère, qui monte sur le trône. Alors lui, il est complètement attaché à l'ancien régime, et il prend des mesures extrêmement impopulaires auprès des libéraux, mais aussi des républicains et des révolutionnaires, quoi. Il indemnise les nobles dont les biens avaient été vendus sous la Révolution, et met en place une loi sur le sacrilège qui punit de mort ceux qui profaneraient les églises et la religion. Donc là, le ministère Polignac, qui est un extrémiste ultra, à partir de 1829, a même l'hostilité de la Chambre, et Charles X, du coup, décide de dissoudre la Chambre en 1830, et c'est le début des 30 Glorieuses. Alors on passe aux 3 Glorieuses. On passe donc au second point de notre chapitre, c'est qu'en 1830, un certain nombre d'acquis de 1814 et de l'équilibre du traité de Vienne sont remis en cause, c'est l'année 1830 et les 3 Glorieuses. Alors, pour la remise en cause de l'équilibre mis en place en 1814 en Europe, on va voir 2 points. Tout d'abord, premier point, on verra en France le nouveau régime politique qui succède à la Restauration, et ensuite on verra en Europe les causes générales de la remise en cause de cet équilibre de 1814. Alors commençons par la France. En France, le 26 juillet 1830 se déclare une révolution, qu'on appelle les 3 Glorieuses. Pourquoi? Parce qu'elle dure 3 jours, et c'est ce tableau de Eugène Delacroix, que vous voyez là, qui montre bien cette volonté de liberté et de retour aux acquis révolutionnaires qui préside 1830. Les Parisiens prennent les barricades car ils refusent les ordonnances de Charles X et la dissolution de la Chambre. Par conséquent, c'est immédiat, Charles X s'en va, il part en Angleterre et la Restauration est terminée. Est mis en place un nouveau régime politique. Alors les républicains et les libéraux ne savent pas quel régime politique mettre en place, et Lafayette est vu comme une possibilité pour diriger un nouveau régime. Mais c'est Louis-Philippe Ier, l'homme le plus riche de France à ce moment-là, qui met en place une monarchie qu'on appelle la monarchie de Juillet. Il s'agit d'un régime plus libéral, dans lequel les pouvoirs de la charte de 1814 est maintenu. On revient donc à l'équilibre de 1814 principalement, mais en plus de cela, on reprend les attributs révolutionnaires, à savoir le drapeau tricolore et le mouvement, et le roi n'est plus le roi de France, mais le roi des Français. Pourquoi? Puisque maintenant, on reconnaît le fait que la souveraineté est bien, du fait de l'acclamation par les Français du roi, et non sa naissance. Il y a un certain nombre de réformes qui sont mises en place, notamment la liberté de presse est tout de suite remise en place en 1830. Bon, elle sera remise en difficulté en 1835, mais également, il y a une volonté de développement économique de la France. Alors, c'est l'époque du développement de la photographie, des premiers chemins de fer, mais également il met en place des lois libérales qui permettent à des grands propriétaires d'accumuler des débuts d'empire financier. De plus, il y a une certaine forme de libéralisme religieux, avec, donc d'ailleurs c'est un protestant, Guizot, qui est ministre principal pendant la période, et par ailleurs, ce régime élargit le vote, puisque le cens est abaissé, et il y a quasiment 400 000 personnes qui peuvent voter. Donc, on est dans un régime qui est beaucoup plus libéral, et on rentre dans une lente libéralisation. Cependant, le régime se durcit extrêmement rapidement. En 1935, la tentative d'attentat contre Louis-Philippe par Giuseppe Fieschi conduit au début de la censure, mais également à une forme de raidissement du régime, qui, dès lors, a 2 types d'opposants. D'un côté, les républicains,
auxquels s'ajoutent certains libéraux, et de l'autre côté, les légitimistes qui souhaitent le retour à l'équilibre monarchique. Cette monarchie de Juillet se termine en 1848, lors d'une révolution, mais ça on le verra dans le chapitre suivant, puisque 1848 c'est une étude particulière. Alors maintenant en Europe, qu'est-ce qui se passe entre 1830 et 1848 ? Alors tout d'abord, en 1830, déjà, dans la vague de révolution ne touche pas que la France. En effet, il y a un certain nombre de pays qui sont touchés, notamment la Belgique, en partie, bien sûr, l'Allemagne, avec des révolutions à Hanovre, en Saxe et en Hesse, mais également l'Italie. Alors, il n'y a qu'en Belgique où ça marche, puisque la Belgique acquiert son indépendance en 1830, et elle met en place un régime libéral, avec une constitution que vous voyez là. Donc, c'est une première avancée en 1830. Alors, mais plus globalement, entre 1830 et 1848, il y a un certain nombre de volontés qui se matérialisent. Tout d'abord, c'est la montée des idées nationales et dans une moindre mesure des idées socialistes. Alors l'idée nationale, c'est l'idée que chaque pays doit disposer de sa nation, donc ce qu'on appelle les revendications des peuples. Alors ces revendications nationales, elles se doublent de revendications libérales, qui sont le fait de la volonté d'avoir plus de liberté, notamment la liberté économique, mais également de liberté d'expression. Donc ces mouvements nationaux et libéraux se développent partout en Europe et il y a des patriotes qui se développent. Donc par exemple les Burschenschaften en Allemagne ou alors les Carbonari en Italie, avec la création de Jeune Italie, qui sont des sociétés qui souhaitent échapper, qui souhaitent exprimer leurs idées et surtout défendre leur idée nationale. Alors ces mouvements, cette volonté d'unité nationale, elle réside d'une théorie qui émergera en 1848, qui est la liberté des peuples à disposer d'un propre État. Alors, en cela, l'Europe des années 1830 est une Europe dans laquelle circulent les idées. Il y a de nombreuses déjà personnes qui sont exilées. Si on prend le nombre d'exilés politiques en France, il y en a 15 000, principalement des Polonais, des Espagnols, des Italiens, des Portugais, qui sont des opposants politiques dans leur pays. Les exemples connus, c'est Giuseppe Mazzini, partisan de l'indépendance italienne, et il prend exemple sur la constitution française. Mais surtout, Giuseppe Mazzini souhaite discuter de l'unité italienne et souhaite l'unification de son pays. Cependant, Giuseppe Mazzini a la particularité de vouloir unifier ses idées et y créer le mouvement Jeune Europe, qui définit la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, et il souhaite que la jeune Allemagne, la jeune Pologne ou la jeune Italie viennent se regrouper dans leur mouvement. Et donc là, l'autre acteur qui apparaît, c'est le peuple, puisque au travers de ces idées, c'est l'idée que le peuple, qui aurait une forme d'homogénéité culturelle, pourrait décider de ses volontés, et c'est finalement la diffusion des idées de 89. Et le peuple la géographie du peuple devrait correspondre à la volonté qu'a le peuple de faire peuple, si vous voulez, les Italiens, les Allemands, et non pas la volonté des souverains. Les royaumes et les empires, à ce moment-là, leur carte ne correspond pas à la carte des peuples. Alors l'exemple type de ces luttes d'indépendance, c'est les Grecs. En effet, les Grecs mettent une guerre d'indépendance contre les Turcs ou les Ottomans, entre 1821 et 1830, qui aboutit à l'indépendance de la Grèce en 1830. Alors ce qui est intéressant dans cette lutte pour l'indépendance des Grecs, déjà c'est qu'il y a des combats assez violents entre les deux, mais surtout qu'il y a il y a un soutien de la part des Européens, et surtout des élites intellectuelles européennes, à cette lutte des Grecs. On voit le tableau de Delacroix sur les massacres de Chios. Donc c'est une île grecque sur laquelle il y a eu des Grecs qui se sont fait massacrer en 1822 par les Ottomans. Donc c'est une île dans la mer Égée qui est au large de l'Empire ottoman. Et de plus, il y a un certain nombre de poésies qui sont écrites notamment par Victor Hugo, et il y a même des Anglais comme Lord Byron qui vont en Grèce pour soutenir la lutte des Grecs. Donc il y a une certaine solidarité dans les élites intellectuelles européennes avec ce peuple qui veut avoir son indépendance et qui veut faire cession d'un empire. Et à ce titre-là, c'est une façon de légitimer le combat d'autres peuples, comme par exemple les Polonais contre la Prusse ou la Russie, ou alors celui des Italiens contre les Autrichiens, ou même dans une moindre mesure contre les Français, ou alors les Bourbons au sud. Et ça, il y a ce qu'on appelle un mouvement philhellénique, ça veut dire qu'on aime les Grecs, philos aimé en grec, et les Hellènes c'est les Grecs, et en 1825, il se forme par exemple à Paris un comité grec, dont même François-René de Chateaubriand fait partie. Donc il y a un fort lien aussi avec le mouvement culturel romantique à ce moment-là, et les romantiques catalysent ces idées libérales, mais surtout la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Ces idées sont importantes puisqu'elles déboucheront en 1848 sur la révolte que nous allons voir maintenant. Donc dernier point de secours, 1848, le printemps des peuples. Alors c'est une révolution européenne. Bon, il y a un peu un débat chez les historiens pour savoir si faut tout mettre en lien dans ces révolutions, mais on va dire qu'elles ont des points communs et puis on va les traiter ensemble. Alors déjà, il y a un contexte européen de crise économique depuis 1846 qui est assez important. Mais il y a des revendications communes. C'est les revendications qu'on a vues dans le point précédent, à savoir volonté nationale d'avoir de certains peuples de disposer, mais aussi volonté libérale, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de plus de liberté, donc c'est une révolte contre les souverains. Donc il y a la première nation à se révolter, c'est les Français. Bon, alors en France, c'est une révolte uniquement libérale, à savoir que il y a une campagne qu'on appelle la campagne des banquets. Dans cette campagne des banquets, il y avait une interdiction d'avoir des réunions publiques, donc organiser un banquet, c'est pas une réunion publique de type politique, donc on a le droit de réunir un banquet. Donc en fait, il y a un banquet qui est interdit à la fin du mois de janvier 1848, et du coup, ça déclenche une révolte à Paris, puis du coup, Louis-Philippe part, et la Seconde République est proclamée. Il y a un gouvernement, on peut dire, d'union nationale qui est mis en place, avec différents courants politiques qui s'expriment dans ce gouvernement. Bon. On verra ensuite que ça se passera très mal en France, mais le sujet n'est pas là, c'est la France qui initie cette révolte. Alors rapidement, en mars, en 1848, c'est l'Autriche qui se révolte, et alors là, ça paraît incroyable, puisque la révolte a lieu à Vienne, alors que c'était là où même il y avait le Congrès. Mais les foyers se multiplient partout en Europe. Par exemple, le pape est chassé de Rome, et les Autrichiens sont chassés de Venise, et même Metternich, en 1848, l'homme du Congrès de Vienne, est contraint à l'exil. Donc les minorités dans les différents pays cherchent à s'émanciper, les Tchèques des Autrichiens, comme les Hongrois et les Roumains, et il y a dans des différents pays des libertés d'association et de presse qui sont accordées. Alors, sauf que ces révoltes qui ont lieu partout en Europe débouchent sur pas grand-chose, puisque la réaction triomphe. Dès juin, en France, c'est le Parti de l'Ordre qui gagne les élections, donc on ferme les ateliers nationaux et tout ce qui avait été mis en place est arrêté. En Autriche, en juin 1848, il y a l'écrasement à Vienne en octobre des révoltes, pareil à Prague en juin 1848, et la Russie aide même l'Autriche à réprimer la résistance hongroise. Donc des républicains italiens qui avaient chassé de leur trône certains souverains se voient restaurés, puisque la France aide le pape à se restaurer à Rome en 1849, et les Autrichiens aident les monarques à se restaurer en Italie. Donc le roi de Prusse, lui, refuse la couronne d'Allemagne qui lui est offerte par un parlement élu, et l'Allemagne reste divisée en différents États. C'est donc le triomphe de la réaction, finalement. Il y a certaines réformes libérales qui restent cependant en Piémont-Sardaigne. Le Piémont-Sardaigne devient une forme de monarchie libérale. Et en Prusse aussi, il y a des réformes libérales qui apparaissent. Mais le Printemps des peuples a été une première expérience qui a montré la fragilité de certains gouvernements. Et donc, c'est une nouvelle étape. Même en France, rapidement, le régime de Seconde République s'effondrera, puisque c'est le Second Empire qui en prendra la suite dès la fin de l'année 1851 et le coup d'État. Nous avons vu donc dans ce chapitre qu'il y a un nouvel équilibre qui a été nommé en 1814, qui est l'équilibre de la Sainte Alliance et de la restauration des monarchies absolues. Cependant, tout doucement en Europe montent des idées. Les idées nationales et les idées libérales, qui sont soutenues par des élites européennes, qui en 1848 sont remis en cause lors d'une grande révolution européenne. Cependant, toujours, ces idées n'arrivent toujours pas à s'exprimer, et des unités nationales et les idées libérales émergeront véritablement dans la deuxième partie du 19e siècle, après 1848. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto, et à bientôt pour un nouveau tuto.